pour qu'on puisse avoir le temps d'introduire la séance d'aujourd'hui, qui va être, je pense, tout aussi passionnante, aussi importante sur l'introduction de l'endoscopie digestive interventionnelle, qui est une vraie révolution dans la prise en charge d'un grand nombre de pathologies digestives, viscérales, mais également métaboliques comme l'obésité. Donc, c'est une nouvelle manière complètement différente, un nouveau logiciel qui s'installe dans la vie des opérateurs interventionnels. Et ce qui me semble important de souligner, c'est que la séance est consacrée à des chirurgiens digestifs interventionnels. Et donc, merci Robert de venir t'asseoir à mes côtés, puisque tu as été le coordinateur de cette séance, et peut-être à Sylvana également de s'asseoir à côté de nous. Et puis, merci de votre participation. À bientôt. Vous pouvez rester, hein, vous avez le droit de rester si ça vous intéresse, si ça vous passionne. Mais bon, les futurs chirurgiens, hein. À bientôt. Alors, l'Académie est en fait très honorée de recevoir cette nouvelle génération de chirurgiens qui s'intéressent à l'endoscopie interventionnelle. Alors, la France est un peu un pays atypique, puisque dans la plupart des pays, les chirurgiens viscéraux font de l'endoscopie souple, et c'est même parfois dans certains pays obligatoire. Alors, il faut simplement rappeler que c'est un chirurgien. C'est Jan Mikulix qui a été le premier à faire une fibroscopie gastrique en 1881. Il passe sur l'expérience de Kussmaul avec la valeur de sabre. Et qu'ensuite, en réalité, en France, à partir de 1990, et la communication de François Dubois à Atlanta sur la célioscopie, et ben finalement, en France, toute une génération s'est engouffrée dans la célioscopie et ne s'est pas très intéressée à l'endoscopie interventionnelle. Et c'est tout l'honneur des chirurgiens que nous recevons de montrer qu'ils reprennent le flambeau dans ce domaine, et on est ravis de les accueillir. Voilà. Alors, merci de m'avoir donné l'opportunité de coordonner cette session qui nous donne la possibilité d'expliquer au plus grand nombre le pourquoi, le comment, la pertinence de l'endoscopie flexible en chirurgie. Et merci pour cette carte, cette page blanche qu'on a pu écrire ensemble et qui, à mon avis, couvrira à la fois les côtés pédagogiques, l'enseignement, la formation, les prérequis, mais aussi faire rêver un peu tout le monde, décrire qu'est-ce que l'endoscopie chirurgicale. Et on aura la chance d'avoir avec nous Moïd Bandari qui vient d'Inde et qui travaille beaucoup avec la France et qui va pouvoir vous décrire un petit peu ce que l'on entend par endoscopie chirurgicale. Christine Stier qui vient d'Allemagne, qui va expliquer eh bien, la collaboration que l'on peut envisager avec toutes les disciplines qui tournent autour de la chirurgie digestive, autour de l'endoscopie. Vincent Huberti, qui est gastro-entérologue, qui est un voisin pour nous, puisque je viens de Lille et qui, lui, est à Bruxelles, et qui va vous développer un exemple de partage de l'endoscopie avec nos collègues gastro-entérologues. Pierre Blanc, chirurgien Saint-Étienne, expliquera sa pratique quotidienne, comment il a intégré l'endoscopie flexible dans sa pratique chirurgicale moderne. Et puis Maître Belloc, qui est avocate et qui s'est intéressée à ce sujet, permettra finalement de poser un cadre et d'expliquer finalement le pourquoi, le comment. Tout ça prend du sens et est parfaitement logique. Alors, pour modérer cette session avec nous, on a le privilège d'avoir Sylvana Peretta, qui est professeure de chirurgie à Strasbourg et qui est, je dirais, le fer de lance, le leader de la chirurgie endoscopique ici en France.
Merci beaucoup, Robert. Je pense que ça, c'est la parfaite introduction pour ton sujet. Donc, l'enseignement de l'endoscopie adapté aux chirurgiens, modalités et cahier des charges. Voilà, merci. Je poursuis donc pour vous donner vraiment les grandes lignes de la formation en endoscopie flexible pour les chirurgiens. Je diviserai mon propos en 3 parties. La première, la formation initiale au sein du tronc commun du diplôme d'études spécialisées de chirurgie viscérale et digestive, c'est-à-dire la somme de connaissances que l'on attend depuis 2017 que sache tout interne, tout chirurgien en chirurgie viscérale et digestive. Au-delà de ce tronc commun, il y a une option endoscopie chirurgicale que je détaillerai aussi. C'est toujours de la formation initiale. Et puis enfin, on abordera la formation continue. Et à l'issue de cette présentation assez synthétique, eh bien, ce sera l'occasion de répondre à vos questions et de ménager un temps d'échange. Alors d'abord, la formation initiale au sein du tronc commun. Je pense que c'est fondamental de s'appuyer sur les textes du journal officiel qui ont été publiés en décembre 2017 et qui décrivent chaque point, chaque objectif pédagogique de ce diplôme d'études spécialisées qu'on appelle rapidement entre nous le DES. Vous remarquez que ce diplôme s'appuie sur 9 modules qui sont indispensables, qui couvrent toute la discipline et qui doivent être validés. C'est-à-dire qu'à la fin du cursus, pour l'obtention de ce diplôme, eh bien, il faut avoir démontré qu'on a validé à la fois par un contrôle de connaissances, mais aussi par la validation de stage, chacun de ces points. Eh bien, parmi ces points, il y a les abords endoscopiques. La pratique de l'endoscopie est intégrée directement dans la pratique chirurgicale, et ça, dès les modules fondamentaux. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus à la partie endoscopique, eh bien, il est fait une différence entre la célioscopie et l'endoscopie flexible. Dans un premier temps, on va parler du matériel. Eh bien, les endoscopes, quels qu'ils soient, doivent être compris, maîtrisés. Il faut pouvoir en évaluer la qualité, les comparer et puis les entretenir. Le parallèle est fait dans le même paragraphe avec le matériel nécessaire à faire une échographie péropératoire, à la gestion d'un générateur à rayon X, comme on peut en avoir l'usage, notamment lorsqu'on fait une cholangiographie péropératoire. Alors, en pratique, pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question? Et la plupart de mes exemples seront basés sur la chirurgie bariatrique, puisque c'est une partie importante de mon activité. Eh bien, très brièvement, voici par exemple un article qui montre que lorsque l'on fait un contrôle péropératoire, endoscopique, eh bien, on améliore la fiabilité du geste chirurgical. C'est ici une étude randomisée qui montre qu'il y a moins de réopérations, moins de fuites au niveau des sutures. Et puis en voici une autre qui montre que, bien que le test à l'air permet en péropératoire d'identifier une fuite et de la réparer, ce qui à la fin amène à une diminution significative des complications. Alors, ce n'est pas seulement pour repérer un trou, c'est aussi pour juger la forme des sutures ou ici, dans le cadre d'une gastrectomie, c'est-à-dire qu'on va couper un bout d'estomac, on va lui donner une forme de manchon. Et vous voyez bien que ce manchon, il peut être plus ou moins harmonieux, plus ou moins serré, plus ou moins régulier. Eh bien, pour évaluer la qualité de ce manchon, l'endoscopie est un outil pour évaluer le manchon que l'on vient de réaliser, mais aussi un outil pour améliorer le manchon que l'on va réaliser pour les prochains patients. C'est de l'amélioration permanente du contrôle de qualité pour faire le meilleur geste possible.
Et là, je ne résiste pas à vous présenter un très bref cas clinique ou pour un gastrinome, une pathologie rare, mais qui est particulièrement appréciée dans notre service de chirurgie endocrine à Lille. Vous voyez qu'en péropératoire, le robot, pour l'approche mini-invasive, la fibroscopie péropératoire, la transillumination, qui permet de retrouver cette tumeur qui est pas plus grande qu'un grain de riz le plus souvent, et qui permet le repérage avec un fil, et à la fin, une resection en barquette. C'est un abord mini-invasif, c'est quasiment pas décrit pour le gastrinome, et c'est permis aujourd'hui par ces repérages multimodaux. Alors, l'option endoscopie chirurgicale, on quitte un petit peu la base de l'enseignement et on va aller sur une formation complémentaire, si je puis me permettre. Il y a plusieurs types de formations qui viennent s'ajouter à ce tronc commun dans le cadre du DES de chirurgie viscérale et digestive. Il y a les options, en l'occurrence une seule, et les FST. L'option est un enseignement complémentaire qui est strictement intégré à l'intérieur du DES et qui n'interagit pas avec d'autres spécialités. La FST, c'est un peu comme une option, sauf que c'est sur une thématique qui est plus transversale. L'enseignement est partagé avec d'autres spécialités. Alors, au moment de la rédaction de ces textes, il a été choisi que l'endoscopie chirurgicale soit une option pour qu'elle reste exclusivement au sein de cette spécialité. Je ne reviens pas sur ce choix. Ça a été, je n'étais pour ma part pas partie prenante de ces discussions. Néanmoins, ce que je pense, c'est que l'idée de cette FST est une excellente idée. Elle a été portée par beaucoup d'entre nous et le cœur de ce texte a notamment été beaucoup inspiré par l'action d'Olivier Farge qui a une connaissance particulièrement pointue des objectifs pédagogiques du DES de chirurgie viscérale et digestive. Donc, l'endoscopie chirurgicale, c'est une option, ce n'est pas une FST comme la nutrition ou comme la chirurgie en situation de guerre. C'est strictement intégré à l'intérieur du DES. Un peu plus loin, il est fait là la différence entre la chirurgie viscérale vidéo-assistée, c'est la célioscopie, et la chirurgie digestive endoscopique. Et là, on parle bien de l'endoscopie flexible. Pour valider, il y a bien sûr un enseignement, et puis il y a des stages d'un semestre qui doivent être réalisés dans un lieu dont l'agrément principal est un agrément de chirurgie viscérale et digestive. En résumé, ça veut dire un service de chirurgie viscérale et digestive. Voilà. Il faut un agrément fonctionnel complémentaire, et ça s'obtient en faisant la demande. Pour l'option endoscopie chirurgicale, il y a quelques services qui ont ça en France. Ça correspond globalement à la demande qui est celle des internes, qui est une demande qui n'est pas très importante. Il y a une douzaine, quinzaine de postes qui sont ouverts chaque année en France. Alors, les connaissances à acquérir dans le cadre de cette option, c'est un tronc commun et puis c'est des troncs spécifiques autour de 3 axes, soit l'axe hépatobiliaire, soit l'axe colorectal, soit l'axe œsogastrique. Alors, cet enseignement donc, de l'option n'a pas à couvrir l'intégralité de l'endoscopie digestive chirurgicale, bien sûr. C'est finalement dans le cadre du projet personnel de chaque interne, parce que vous savez que maintenant, eh bien, il y a de plus en plus de sous-spécialités, de surspécialisation en chirurgie, et donc ces enfants sont finalement assez précoces. Ici, des exemples d'étudiants qui ont une formation qui est à la fois théorique et à la fois pratique. Le lieu où ces simulations sont faites, c'est soit en partie, et notamment par des simulateurs numériques dans chaque faculté, soit aussi, et souvent c'est « et » plutôt que « ou », à Strasbourg, au sein de l'IHU. Enfin, la formation continue. Eh bien, cette formation continue à l'endoscopie chirurgicale, c'est une formation qui s'adresse à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, au moment de leur formation initiale, d'avoir une formation qui aborde l'endoscopie. Il y a 2 parcours, on va dire le parcours master, première, deuxième année, et puis un DU, un diplôme universitaire de l'IHU de Strasbourg sur l'endoscopie chirurgicale et interventionnelle.
À présent, sur les 10 dernières années, plus de 400 médecins ont été formés, français et étrangers. 73% sont des chirurgiens, mais un peu plus d'un quart, sont aussi des gastro-entérologues. C'est une formation qui a des objectifs des objectifs pédagogiques qui sont adaptés, qui sont tout à fait superposables à ce que l'on peut proposer dans le cadre d'une formation initiale en France et dans les pays étrangers comme aux États-Unis. Aux États-Unis, où il a été validé que ce type de formation améliorait les performances chirurgicales et permettait un meilleur soin aux patients. Quand je parle de meilleurs soins aux patients, eh bien, je prends par exemple le fait qu'on comprend bien que tous les gastro-entérologues ne peuvent pas connaître par cœur tous les montages chirurgicaux et qu'en cas de dysfonction d'un montage chirurgical, de symptômes liés à des dysfonctions liées à un montage chirurgical, eh bien, une endoscopie par quelqu'un qui connaît particulièrement ce montage, eh bien, est une valeur ajoutée évidente. Et par exemple, là, je vous présente l'exemple de l'identification des anomalies de valves de Nissen ou de Toupet, de valves anti-reflux. Ces anomalies sont difficiles à dépister et pour bien les comprendre, il faut soit être un gastro-entérologue particulièrement expérimenté, et il y en a beaucoup, soit être un pourvoyeur de valves, un fabricant de valves. Cet enseignement, eh bien, vous voyez, et ce sera ma dernière diapositive, cet enseignement est adapté à la pratique de l'endoscopie pour les chirurgiens. Ce n'est pas une redite, ce n'est pas une synthèse, ce n'est pas un résumé du DES de gastro-entérologie, mais c'est un complément de formation aux chirurgiens pour pouvoir intégrer à plusieurs niveaux de compétences l'endoscopie dans sa pratique chirurgicale. Et vous voyez sur la première ligne, eh bien, le besoin en matériel pour entamer la simulation, pouvoir toucher à tous les types de dispositifs. Et puis sur la ligne du bas, vous avez des exemples concrets de collègues qui ont directement intégré, que ce soit dans la salle d'intervention, au cours de l'intervention chirurgicale ou dans le cadre du parcours du patient, dans le cadre de la planification de la chirurgie ou dans le cadre d'une intervention qui ne serait qu'exclusivement endoscopique, dans le cadre d'une prise en charge globale. Et je me permets de prendre l'exemple, par exemple, de l'endosleeve qui sera développé plus précisément par un autre orateur, où on prend en charge la pathologie obésité dans tous ses aspects et on choisit dans une vaste boîte à outils, soit la chirurgie invasive, soit des options endoscopiques. Voilà, je vous remercie. Bravo, merci Robert. Il y a de la place pour des questions à poser sur un sujet qui reste malgré tout, pour certains, conflictuel entre les disciplines gastro-entérologie et chirurgie digestive et intervention. Et donc la place de la formation en endoscopie interventionnelle digestive, elle n'est pas aussi claire. Là, tu as parlé de 15 une population d'environ 15 collègues par an qui se forment dans ce cadre-là. Est-ce que du côté des médecins gastro-entérologues, est-ce qu'ils forment à la gastrologie interventionnelle endoscopique avec combien d'internes? Peut-être beaucoup plus nombreux parce que les endoscopistes digestifs sont bien plus nombreux que Alors, les... c'est une très bonne question. Ça me permet de lever une ambiguïté sur le fait que donc dans le parcours initial, formation initiale, à côté du tronc commun, qui est un tronc commun qui intègre déjà de l'endoscopie dans le DES, il y a une formation complémentaire en endoscopie qui s'appelle l'option endoscopie chirurgicale. Et le nombre de places pour cette option endoscopie chirurgicale est limité, tout simplement parce que ça demande un investissement, une énergie et du matériel qui est relativement important. Et donc ça ouvre des perspectives que tous les chirurgiens digestifs ne souhaitent pas. Certains digestifs ne sont pas dans cette démarche d'approfondissement de l'endoscopie. Alors pour les gastro-entérologues, le cursus est quand même assez différent parce qu'il intègre l'endoscopie dans une compréhension médicale de toute la pathologie, qui va de l'hépatologie, les maladies inflammatoires, etc. Le chemin est assez différent parce que finalement, j'ai l'impression qu'on va au même endroit presque,
mais en partant de deux endroits très différents. Donc, je comprends que, effectivement, eh bien, le chemin soit fait d'un enseignement adapté à chaque cursus. Pour pouvoir être plus précis, je n'ai pas le nombre précis en tête de gastro-entérologues qui sont formés après le DES et qui vont se destiner à l'endoscopie, la plupart. Combien parmi ceux-là vont se destiner à l'endoscopie interventionnelle? Une minorité. Une minorité. Et inversement, est-ce qu'on a entendu, ça m'est revenu, mais je ne suis pas spécialiste du sujet, mais en l'occurrence, des collègues internes en chirurgie digestive qui se sont vus refuser des stages en endoscopie digestive par des collègues médecins gastro-entérologues. Alors, la problématique, je vais me faire un peu l'avocat de mes collègues gastro-entérologues. Je vais prendre un peu le contre-pied, je vais me faire un peu leur avocat. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir les choses. S'il y a une manière qui est je défends mon clocher, tout cela n'est pas très respectable. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que les gastro-entérologues ont déjà une masse importante de travail en termes de formation pour former leurs internes. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait trop de professeurs ou d'universitaires de gastro-entérologie pour former leurs internes et leurs chefs de clinique, etc. Et là, on se lève et on leur dit, bah, écoute, il faudrait que tu te débrouilles pour finalement former aussi nos internes. Je comprends qu'ils puissent déjà s'en offusquer, mais aussi dire tout simplement, nous n'en avons pas la possibilité. Et donc, je dirais, dans cette quête pour plus de moyens, pour former plus d'endoscopistes, ils savent et il faut qu'ils sachent que nous, on est là à leur côté pour essayer de trouver cela. L'alternative que l'on a retenue aujourd'hui, c'est de former nos propres internes, nous-mêmes, à l'endoscopie, parce que comme ça, on réussit à avoir une endoscopie qui est adaptée à notre pratique. Le problème est réglé. Peut-être que Hubert Joannet va... Oui, je voulais poser une... C'est un sujet de fond quand même hein, qu'il faut régler. La remarque que tu fais, d'ailleurs, les chirurgiens thoraciques qui sont venus il y a quelques semaines nous l'ont faite en disant nous, on n'est pas si nombreux comme enseignants pour former les internes en thoracique. Et ma question est la suivante, c'est quelle est la learning curve? Pour prendre un exemple simple, combien de temps ça prend de savoir manier un fibroscope pour une fibroscopie? J'entends diagnostic, je ne parle pas d'interventionnel, mais pour se donner une idée, parce qu'on nous dit ah, c'est des appareils très sophistiqués, c'est pas du tout le même monde, etc. Donc, quelle est la learning curve pour savoir manier un appareil correctement pour faire une fibroscopie diagnostique? Sylvana, oui. Oui, je vais peut-être répondre à ça. Il faut vraiment comprendre que la formation d'un chirurgien, c'est un métier qui est très manuel. Nous, on est habitués à utiliser des outils complexes tous les jours. Donc, pour manier un endoscope souple qui est quand même très simple, ça n'a pas changé depuis 50 ans. C'est une tube flexible avec une caméra qui va à droite, à gauche, à haut, à bas. Cela, ce n'est pas très compliqué pour un chirurgien. Donc, la manipulation simple et les gestes simples de diagnostic ou de descendre dans le tube digestif ou de remonter dans les côlons n'est pas si complexe que ça. L'exemple parfait, c'est que les internes qui ont fait l'option sont arrivés à faire même des gestes interventionnels dans leurs options de 6 mois. Donc, pour un chirurgien, la learning curve, la courbe d'apprentissage est complètement différente que pour un interniste. Ceci dit, des gestes plus complexes vont demander beaucoup plus de temps et beaucoup plus... Chers collègues, voilà. Néanmoins, pour avoir participé à des réunions interacadémiques avec l'Académie de médecine, on a entendu des hautes personnalités de la Société des patho-gastro-entérologie dire qu'il fallait 5 ans d'études pour devenir un endoscopiste autorisé à faire de l'interventionnel, de repasser par un cycle de formation extrêmement long que apparemment les chirurgiens devaient repasser pour pouvoir être autorisés à faire. Donc c'est un peu excessif. Je vais me permettre de répondre avec une remarque très simple. Personne n'est parfaite. Dans les diagnostics, on va de plus en plus se servir ou s'appuyer sur des systèmes d'intelligence artificielle qui vont augmenter nos yeux et améliorer les diagnostics, tout simplement, parce que le
taux de manque de détection de certaines lésions qu'on les adénomes, voilà, on n'arrive pas à être parfait. Donc voilà, il ne s'agit pas de ça, pas du tout. Oui, Alors, François oui. Richard. Oui, vas-y. Vas-y, pardon François. Non, mais ça va mettre une petite note pédiatrique sur ce sujet, où bien sûr vous savez que moi-même élève de François Dubois d'abord et membre de l'IRCAD depuis sa création pour les enseignements. Je vous remercie beaucoup de la présentation claire et très intéressante de cette formation. Alors je vous pose la question d'un chirurgien pédiatre, c'est avez-vous une intention dans ces centres en nombre limité de formation pour l'endoscopie chirurgicale, d'inclure une balance, enfin quelque chose concernant l'endoscopie pédiatrique. Pourquoi? Non pas parce que beaucoup de pathologies soient différentes, certaines le sont. Le cathétérisme d'ampoule de Vater en dessous d'1 an n'est pas à la portée de tout endoscopiste d'adulte. Le matériel non plus. Et que donc, par souci d'équilibre et de collaboration qui est toujours plus que nécessaire entre les domaines de l'enfant et ceux de l'adulte, qui nous manquent cruellement parfois. Bernard Cadière le dit très souvent. Donc, avez-vous une intention dans l'un des centres de formation d'inclure de la pédiatrie? Oui, et merci beaucoup. On le fait déjà, mais pas de façon formalisée. Donc, c'est une très belle occasion d'en discuter. On reçoit régulièrement des internes italiens de Gloria Pellizzo, d'ailleurs, qui viennent se former chez nous. Et on adapte la formation aux chirurgiens pédiatriques. Mais il faudrait le formaliser. Je suis tout à fait d'accord. François Richard, vous voulez intervenir? Sur ce point particulier, il y a un gros problème. C'est qu'en France, un décret est sorti indiquant que la chirurgie pédiatrique ne pouvait être faite que par des chirurgiens pédiatres et que la conséquence a été que les anesthésistes n'ont plus le droit d'endormir les enfants dans les services de chirurgie qui ne sont pas pédiatriques, et donc un grand nombre de structures qui opéraient les enfants ne les opèrent plus, soit parce qu'il n'y a plus de chirurgiens ou qui sont partis parce qu'ils n'ont plus le droit d'opérer, soit parce que les anesthésistes ne peuvent plus endormir les enfants. Donc c'est un autre sujet, mais qui complexifie le problème. Donc ce que je voulais poser la question à Robert, c'est que c'est le problème de l'endoscopie. Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Sylvana. En tant qu'urologue, la fibroscopie souple, en 15 jours, on apprend à utiliser un fibroscope souple. C'est pas très compliqué. Le problème, c'est que il faut, et c'est jamais, ni chez les chirurgiens, ni chez les gastroentérologues bien précisé, distinguer la partie diagnostique, la partie bilan, la partie interventionnelle ou opératoire, qui est mieux qu'interventionnelle. La partie diagnostique, je pense que sur le plan psychologique, il faut que les chirurgiens disent que la partie diagnostique, ce n'est pas leur problème. Par contre, la partie bilan, et ça c'est l'exemple en urologie, il est évident qu'en urologie, alors nous on fait aussi le diagnostic parce qu'il n'y a pas de spécialité médicale correspondante, mais la partie bilan de l'endoscopie, on s'en sert très souvent pour un certain nombre de techniques chirurgicales conservatrices pour savoir exactement comment sont les cavités, les lésions où on doit sectionner, etc. Donc ça, en digestif, il est évident que ça se pose et sûrement. Et donc, l'apprentissage de la partie bilan des lésions avant une intervention, qu'elle soit chirurgicale, classique ou par voie endoscopique, ça, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et deuxièmement, il y a la partie geste interventionnel endoscopique, d'exérèse, de remplacement, etc. Et je pense qu'il est important que dans la présentation de la maquette, l'apprentissage soit précisé, qu'il y ait à la fois ces deux éléments de la partie bilan et de la partie endoscopique. Parce que la partie bilan, elle peut être évidemment plus rapide que la partie opérationnelle.
Et c'est très, très important, parce que même en gastroentérologie, on ne sait pas, à part les personnes responsables de la société de gastroentérologie, mais c'est quasiment impossible d'avoir les chiffres exacts. Et comme beaucoup d'actes sont des actes cotés par assimilation par les bases de données de la CNAM, moi j'ai essayé de les avoir puisque j'ai accès, mais on ne peut pas les avoir puisque les cotations sont pas forcément correspondantes. Donc je voulais savoir si vous aviez un peu fait une espèce de recensement de toutes les interventions que vous êtes amené à faire pour lesquelles l'endoscopie amène un plus en termes de topographie avant un geste. Et puis deuxièmement, le détail des actes. Ça, vous allez être obligé de le faire pour que ce soit un CCM, des actes même décrits pour faire. Mais effectivement, vous avez vraiment fait un résumé en mettant je dirais des mots sur les angoisses, en disant qu'effectivement, il y a le diagnostic, qui est en fait le screening, qui est en fait la démarche lorsque l'endoscope est le prolongement de la pensée du gastro-entérologue qui fait sa démarche diagnostique. Bon. Ça, c'est effectivement pas l'objectif du chirurgien, puisque c'est un autre métier. Le bilan et le repérage, c'est effectivement quelque chose qui est indispensable et c'est aujourd'hui un plaidoyer en faveur de laisser-nous faire notre bilan et notre repérage préopératoire. Et puis le geste chirurgical interventionnel, c'est aussi le cœur de notre pratique aujourd'hui et encore plus demain. Donc, et je trouve que la maquette colle complètement à cette triple mission. La première mission n'est pas vraiment abordée, si ce n'est dans la compréhension de ce que va faire le gastro-entérologue, comprenant bien ce qu'est l'endoscopie pour comprendre ce que fait le gastro-entérologue. Dans le tronc commun, eh bien, il y a de quoi faire son propre bilan. Dans l'option endoscopie chirurgicale, on ouvre la porte à la pratique de l'endoscopie en tant que vrai geste en lui-même. Et dans la formation continue, ce DU, ce master, a le même rôle, c'est-à-dire d'intégrer dans la pratique du chirurgien des gestes qui peuvent être parfois exclusivement endoscopiques. Une dernière intervention de Jean-Claude Final. Alors, je vais être rapide, s'il te plaît. Oui, très rapide. Je vais être hors sujet et dans le sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on n'oublie pas, je veux dire, l'interventionnel sur l'opératoire sur la chirurgie cardiaque et nos collègues de chirurgiens cardiaques, puisque on a vu qu'on connaît bien ce problème et que il y a 4 ou 5 chirurgiens qui peuvent être intégrés par an pour faire pour faire ces gestes qui sont des gestes vivants qui vont se multiplier en cardiologie. Bravo pour la rapidité. Il y a peut-être... Juste pour donner un simple exemple des actes que nous souhaitons introduire, c'est par exemple la coloscopie péropératoire. Moi, j'ai communiqué 125 colectomies à une époque de ma vie pour polypes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de restriction de polypes par voie endoscopique, des polypes cancéreux. Et je n'ai pu le faire que grâce à la bonne sollicitude de mon gastro-entérologue qui a accepté d'interrompre son programme pour faire une coloscopie péropératoire. Aujourd'hui, la question n'est toujours pas résolue. Il y a régulièrement des colectomies blanches pour des polypes qui ne sont pas retrouvés. Et ce n'est pas l'encre, ce n'est pas le scanner, ce n'est pas le clip qui règle formellement les problèmes. Eh bien, il ne s'agit pas de faire de la coloscopie diagnostique. Là, c'est typiquement de la coloscopie, comme tu l'as dit, de repérage préopératoire. Merci beaucoup. On a une dernière intervention à distance, notre ami Cron, mais extrêmement bref, cher ami. Oui, je vais être très bref. Si tu veux bien. Je trouve très passionnant ce débat et je voudrais que vous regardiez tout ça sur la formation de nos internes et sur la trop longue étude de médecine pour arriver à l'internat. Avant, quand il y avait le concours d'externat, les internes étaient formés aux petits gestes et apprenaient beaucoup plus vite leurs gestes. Et avec la complexification de plus en plus grande de ce qu'on demande à un chirurgien viscéral avec l'endoscopie, avec la célioscopie, etc., on est à la croisée des chemins. Je crois que le problème de l'internat doit être remis sur la table, car notre Premier ministre veut porter à 11 500 le nombre d'internes pour l'année 2025. Mais où les trouvera-t-il et qui les formera? Voilà ma question.
Belle question. Je ne crois pas qu'on y réponde tout de suite. Merci beaucoup. Et je donne tout de suite le lead à notre amie Sylvana pour qu'elle introduise les deux orateurs suivants.